Oh, il est midi, on est mercredi et comme après chaque week-end de Grand Prix, on se retrouve pour les pistonnés. Votre rendez-vous F1 bien sûr sur la plus belle des chaînes, ça s'appelle First Team Sport et j'espère que vous êtes abonnés. Et si ce n'est pas le cas, faites-le tout de suite, on en a besoin bien entendu. Les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver donc, pour cette dernière émission de la saison 2019. Dernière, on vous dira tout bien sûr à la fin de cette émission. Nos pistonnés sont là, ils ont hâte d'en découdre. On va commencer bien sûr par monsieur Hamza Ramani, dont la chronique, le décryptage sur Ferrari la semaine dernière a été plébiscité. Salut Hamza. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va, ça va très bien. J'étais pas sur un bon choix. Ça a été plébiscité. Ah, ça a été plébiscité. Ça a été plébiscité. C'est un talent, mon cher. Ça y est. À côté de lui, le romantique qui n'a pas laissé indifférentes les 3% de femmes qui suivent les pistonnés. Oui, les 3% de femmes, vous avez bien entendu. Monsieur Brice Germain est avec nous et on en profite pour saluer ces 3% de femmes qui nous regardent tous les mercredis. Je préférerais ne pas laisser indifférents les pilotes pour qu'on puisse les avoir en plateau et faire une émission de qualité, bordel, mince. Non, c'est pas mon but, je veux parler F1 avec vous et je suis très content qu'on puisse en parler pour ce bilan 2019. Eh ben on est rassurés, en tout cas, il est là pour parler Formule 1, vous l'aurez compris. Et puis mon dernier, il a passé ses nerfs un petit peu ce week-end sur un tweetos. Prenons quand même des nouvelles du pistonné habitué aux saillies verbales. Pierrot Valette, alias Despiello F1 est avec nous. Puis mon Pierrot, comment ça va? Moi j'ai besoin de partir en vacances, donc tant mieux, voilà. Non, mais voilà, un petit coup de gueule. Ça va, c'est des vidéos sur internet, c'est bon. Je te rappelle que c'est aussi ton métier, donc calme. Mince, c'est vrai. Les amis, les dieux de la F1 ont bien fait les choses parce que c'est la dernière émission, on l'a dit, de cette saison 2019 pour parler de cette saison 2019. Et il se trouve que c'est la 18e émission. Et puisque le parrain de cette émission s'appelle Lance Stroll, on va commencer par parler de Lance Stroll en l'honneur de cette 18e émission avec cette question, les amis, qui est revenue de manière sous-jacente tout au long de cette saison dans les commentaires. Est-ce que Lance Stroll est un pilote sous-coté? Voilà le premier tour de table que je voulais vous proposer. Il est un peu sous-coté dans le sens où on n'a toujours pas reçu le chèque pour le budget de l'émission. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, un peu sous-coté sur les départs qu'il a fait cette année parce que effectivement, c'est celui qui a, je crois, gagné le plus de places au départ. En même temps, c'est plus facile quand tu pars de loin. C'est vrai que quand tu fais des Q1 consécutifs, Lewis à part la Hamilton dernière, gagne moins de place en partant de la pole. Mais voilà, cette année en tout cas, il s'est pas retrouvé dans beaucoup d'accrochages, sauf évidemment à Abu Dhabi. Avec Pierre Gasly, voilà. Mais effectivement, là-dessus, il a été un petit peu sous-coté derrière ses performances sur un tour un peu plus surcoté. Ouais. Est-ce qu'on est trop dur avec Stroll? Non, on n'est pas dur. Quand tu prends 18-3 par Sergio Perez, qui est ton coéquipier, il est pas. Je pense pas il est à sa place. Oui, voilà, il est à sa place tout simplement. On en parlera peut-être un peu plus tard dans l'émission, mais Stroll, non, on n'est pas sous-coté. Bah, disons que son statut n'aide pas à le coter en fait. Aussi, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il a un tel statut de représentant de ce que les gens n'aiment pas en Formule 1, à savoir quelqu'un qui est là grâce à son argent, qu'il faut des performances incroyables pour reconnaître davantage son talent par rapport à d'autres qui sont là, on va dire, sans des chèques aussi gros. Donc effectivement, c'est plus dur de le juger, même si bon, il a fait des bonnes performances, mais bon, voilà, c'est pas non plus le pilote de l'année, on va dire. Mais on le salue. Et on le salue tout à fait, le Lance Stroll de Noël que vous avez bien sûr découvert juste derrière moi avec son joli bonnet, ça sent les fêtes aussi du côté du Canada. Sans transition les amis, je voulais qu'on regarde ensemble le programme de cette 18e émission. Vous allez voir, on a bougé les meubles, on a tout révolutionné avec ce sommaire. On ne débriefera pas ce Grand Prix d'Abu Dhabi parce qu'on est en semaine de grève et que nous on voulait taper du poing sur la table, on en a marre, on s'est fait chier, il n'y aura pas de débrief dans ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Par contre, on va débriefer toute cette saison 2019 avec les notes des écuries, le top flop des pilotes. Qui est la révélation 2019? On va se poser la question bien sûr dans cette émission. Et puis on se posera aussi la question du meilleur Grand Prix de cette saison. Et on débattra ensemble autour de cette question. 2019 est-elle une saison si mauvaise? Ils vous diront tout, bien sûr, nos pistonnés qui sont ici en plateau. C'est l'heure, vous l'avez compris, de débriefer l'année 2019. C'était ce week-end la 21e manche, la 21e et dernière manche de cette saison 2019 qui se déroulait du côté de Abu Dhabi et qui a vu la 11e victoire dans cette saison de Lewis Hamilton, la 84e de sa carrière. Suivent bien sûr ses successeurs, Max Verstappen, Charles Leclerc. Suivent aussi les numéros 2, Bottas, Vettel, Albon. À noter également la présence à nouveau de Sergio Perez pour la 7e année consécutive dans les points du côté d'Abu Dhabi. La présence aussi des deux McLaren, la présence aussi d'une
Toro Rosso, celle bien sûr de Daniil Kvyat. On va faire un point tout de suite sur le classement pilote parce qu'il est définitif. On le savait, c'était figé pour Hamilton, pour Bottas. Verstappen récupère et confirme la 3e place. Leclerc finira devant Vettel et Sainz, pour un petit point, l'emporte, on va dire, dans le championnat des autres pilotes. 1 point devant Pierre Gasly. On a parlé des pilotes, évoquons aussi les constructeurs où là, quasiment tout était figé. Ferrari numéro 1, Mercedes numéro 1. Je me disais, C'est enflammé là. c'est bizarre ce que je raconte. C'est un rêve, un mirage. Mercedes, donc champion du monde. Ferrari à la 2e place, Red Bull 3, McLaren 4, ça vous le saviez. Renault, pour 6 petits points, je crois, termine devant Toro Rosso et valide cette 5e place. Voilà en tout cas pour ce qu'il fallait savoir sur le classement des constructeurs. Les amis, on va passer aux notes. Les notes que vous avez données, et on les comparera un petit peu avec les notes de nos internautes. Les notes par écurie. On va commencer à débriefer les écuries. Regardez ce petit panel déjà. Des notes qui ont été données. 18 pour Mercedes, 8 pour Ferrari, 14 pour Red Bull, 18 pour McLaren, 7 pour Renault, 15 pour Toro Rosso, 11 pour Racing Point, 10 la moyenne pour Alfa Romeo, 2 sur 20 la pire note pour AC1 et un 12 sur 20 qui risque de faire couler beaucoup d'encre du côté, bien sûr, de Williams. Et on réagira, bien sûr, là-dessus. On attaque sur Mercedes. Mercedes, 18 sur 20. Et pourtant, il y a eu débat dans la préparation de cette émission. Je crois qu'Hamza voulait mettre un petit peu plus. Vous n'étiez pas vraiment d'accord. Certains voulaient mettre plus que 18. Est-ce que ça méritait plus que 18 ? Hamza, il voulait mettre moins, je crois. Ou moins, ouais. Mais vas-y, début, je t'en prie. 18 sur 20, moi je trouve que c'est une bonne note. C'est une note qui correspond à Mercedes dans le sens où c'est la meilleure équipe. Faut savoir qu'on note sur la gestion de l'équipe, la gestion des pilotes, la gestion de la communication, la gestion de la voiture, la perf de la voiture, etc. Meilleure équipe, gestion parfaite des week-ends quand ils étaient à la ramasse. Ils arrivaient quand même à marquer des points et à finir, voire même à faire des doublés alors qu'ils n'étaient pas censés les faire. Il y a juste eu l'Allemagne où ça a été la cacophonie générale. Et puis la voiture la plus homogène du plateau au final, celle qu'on comprend le mieux, qu'on arrive le mieux à la régler et qu'on arrive à extraire le maximum de performance. Donc 18 sur 20, je pense que c'est largement mérité. Ils ont raté une course. Ils ont raté une seule course sur les domicile. 21. Oui. Ça pique. Celle qui pique un peu. Moins 1,5, on va dire. Mais il y a 21 courses, on t'en rate une, 20 moins 1, on va dire, allez, 19. C'est une saison quasi parfaite sans le couac de l'Allemagne. Mais bon, ça n'a aucune conséquence. Et bon, les gars, c'est des humains, hein, ça peut arriver de se rater collectivement pour le coup, parce que là, vraiment, ils se sont tous ratés en même temps. Mais il vaut mieux qu'ils se ratent tous en même temps qu'ils se ratent un peu tous dans l'année, comme Ferrari est arrivé à perdre des centaines de points bêtement toute la saison. Donc là, ça a été de la meilleure écurie. C'est la meilleure écurie depuis maintenant 6 ans et pas photo. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi, tout ce que je cherche à nuancer, c'est que Mercedes cette saison la voiture Mercedes n'a pas été aussi écrasante que Ferrari et Red Bull. Mais ça vient aussi du fait que Mercedes avait déjà la meilleure voiture avant et du coup la marge de progression elle était bien plus maigre par rapport à Ferrari, par rapport à Red Bull. C'est tout ce que je tenais à pondérer. Après, il faut rappeler aussi que Mercedes a commencé le développement en tout cas de la voiture 2020 très tôt, aux alentours de la trêve. Donc ça peut aussi expliquer ses prestations différentes sur la deuxième partie de saison. Mais après, oui, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est clairement la meilleure écurie du plateau. 18 sur 20 donc pour Mercedes. Vous êtes plutôt d'accord avec nous les amis, parce que vous, votre moyenne, et c'est Romain Bican qui a fait les petits calculs et sorti la calculette, vous mettiez bien sûr à Mercedes 18,8. Donc voilà, on est assez raccord on va dire sur cette note. Par contre, on va pas être d'accord sur la suivante. Revoyons la note de Ferrari. Vous avez décidé de mettre 8 sur 20 chers amis. Nos internautes penchaient plus pour un 11,5. Voilà ce qu'on mettait. Voilà pourquoi on a mis 8. Gestion catastrophique des pilotes, trop d'occasions manquées, 3 victoires alors qu'ils avaient réalisé 9 pole positions et puis des erreurs stratégiques majeures. Un concept aéro raté, c'est peut-être un petit peu dur, mais en effet, sur le début de saison, un petit peu compliqué. Et puis, malgré tout, le meilleur moteur du plateau, un petit peu éclaboussé quand même par cette affaire, vous savez, de la gestion de l'essence, du débitmètre, tout à fait, au niveau du réservoir. 8 sur
sur 20 pour Ferrari. Je crois que Pierrot, toi tu voulais même descendre un petit peu plus bas. Moi, dans ma tête, c'était plutôt un 6 sur 20 pour Ferrari. Alors, ça va paraître peut-être très dur, mais avec la voiture qu'ils avaient, les deux pilotes qu'ils avaient, on ne s'attendait pas non plus à ce que Leclerc soit aussi performant. On s'attendait à ce qu'il soit dans le coup par rapport à Vettel. En tout cas, moi, c'était mon avis. Il a été surperformant par rapport à Vettel. Vettel était peut-être, ça se trouve, moins performant par rapport aux années précédentes. Mais il y a eu une gestion catastrophique de tous les week-ends, de toutes les stratégies pratiquement. Il y a que certains week-ends après la trêve, une fois qu'ils avaient vraiment une grosse bonne voiture, où là ils ont pu effectivement se mettre un peu à l'abri de faire des erreurs stratégiques, mais le reste de la saison ça a été enchaînement sur enchaînement de gestion catastrophique de leurs consignes d'équipe, de leur stratégie d'équipe, la gestion de leurs pilotes. Un coup on fait passer l'autre devant, un coup on dit qu'on les laisse se battre, ça se tape au Brésil. Ils avaient une voiture super performante qui pouvait largement jouer la gagne face à Mercedes et à Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Donc malheureusement, je mets un 6 sur 20 parce que non, ils n'étaient pas là avec la voiture qu'ils avaient. Mais en fait, c'est un gâchis, tout simplement. C'est un Et c'est pour ça pourquoi on met une note aussi sévère. Sur le plan héros, ils ont fait le choix d'avoir un choix assez extrême. Et ça a plutôt fonctionné au final. Hein. Oui, mais sur la première partie de saison, c'était un peu compliqué. C'est un pari, il a un peu manqué sur la première partie de saison. Derrière, il y a eu des développements. Il y a eu le meilleur moteur sur la deuxième partie de saison. Donc, sur la voiture, franchement, il y avait vraiment de quoi faire une excellente saison. Et malheureusement, comme tu dis, la gestion des pilotes, elle est désastreuse. La gestion des week-ends, elle est désastreuse. La communication, elle est désastreuse. Enfin, ça a été un désastre absolu. Il n'y a que au niveau de la voiture, il y a des satisfactions. Le reste, ça a été catastrophique tout au long de la saison. Pense juste aux mecs de Maranello qui ont passé des mois et des mois à construire cette voiture. Et depuis Maranello, regardez ce que les mecs sur les circuits en ont fait. J'ai jamais vu, alors après j'ai peut-être une mauvaise mémoire, mais j'ai jamais vu de ma vie une écurie perdre autant de points en course. Enfin, c'est dingue, t'imagines les mecs de Maranello, comme tu dis, ils développent une mauvaise voiture, tu finis 2e ou 3e du championnat. Ils développent une super voiture, tu finis 2e du championnat à 250 points de Mercedes. Non mais alors, juste pour finir, il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a des problèmes de fiabilité chez Ferrari que n'a pas connu Mercedes ni Red Bull avec Honda. Et sur tous les éléments. Et sur tous les éléments. C'est pas un élément faillible, c'est qu'il y a tous les éléments de la voiture qui ont montré à un moment donné des signes de faiblesse. Il y a des éléments aussi visiblement de concentration, mais même de la part des gens qui n'étaient pas forcément sur la piste. On pense au débitmètre, on pense il y a des fois où ils oublient de mettre de l'essence, tu vois. C'est quand même le mécanicien qui a retiré le pneu à Abu Dhabi, il n'avait pas de gants à un moment donné sur un des arrêts de chez Ferrari. Il l'a perdu entre l'arrêt de Leclerc et Vettel. Qu'est-ce qu'ils font tu vois, Ferrari, dans l'imaginaire collectif, c'est quand même la plus grande écurie en termes de stature, de potentiel. Voilà, ça représente la F1, voilà. simplement. Et puis c'est la rigueur poussée à l'extrême. Et là, quand tu vois ça, tu te dis, mais ils portent vraiment cet insigne sur le torse, ces mecs-là. Donc voilà, c'est un peu décevant de voir qu'avec un tel joyau, ils ont fait autant de bêtises. Mais je tiens vraiment à le rappeler, la performance peut laisser entrevoir de belles promesses pour la saison à venir. Juste un dernier mot, Binotto sur Sky Sport après Abu Dhabi a démissionné. En début de saison, Vettel et Leclerc, début de saison 2020, Vettel et Leclerc seraient libres de se battre. En même temps, t'as Leclerc qui finit devant Vettel au championnat. Au bout d'un moment, t'as pas tellement le choix de lui dire qu'il a le droit de se battre. Sinon, il est numéro 1 là, dans les chiffres. Hein, donc, On verra ce que nous réservera bien sûr la saison 2020 du côté de l'armée mexicaine, bien évidemment. On passe à Red Bull. Red Bull, un bon 14 sur 20 que vous avez donné bien sûr à l'écurie autrichienne. Une année de transition, ce que disait Christian Horner avant le début de cette saison et aussi également à Abu Dhabi pour la fin de cette saison. Voilà les raisons pour lesquelles on a mis donc ce 14 sur 20. Moi, je vous ai trouvé assez dur avec Red Bull parce que cette saison, elle est quasi parfaite, je trouve. Personne ne pouvait imaginer que Red Bull aurait été en tout cas à ce niveau-là avant le début de cette saison. Il y avait d'énormes doutes autour de Red Bull. Et surtout sa communication, sa gestion du pilote numéro 2 qui... quand tu vois la façon dont a été traité Pierre Gasly et ce qui a amené des mauvaises performances de Pierre Gasly, ça a été problématique. Après, je sais pas pour vous, mais je trouve qu'ils ont su peut-être corriger cela avec Alex Albon. Il y a eu une gestion différente. Enfin, je sais pas si ils ont voulu peut-être lui mettre moins de pression, j'en sais rien. Mais effectivement, après, sur le reste de la saison, c'est une grosse satisfaction. C'est un 14 sur 20 dans le sens où, comme l'a dit Horner, c'est donc une année de transition réussie parce qu'il fallait absolument qu'il conserve Verstappen et il y avait une clause de performance. Donc s'il ne gagnait pas avec la Red Bull cette année,
bye bye. Et je crois que c'était même après Avant, le prix, avant la trêve, je crois. c'était Troisième avant, au championnat avant la Hongrie, je crois. Voilà, enfin Fallait une qu'il soit, victoire, fallait une victoire, je crois. fallait une victoire. Fallait une victoire avec la Red Bull. Si c'était pas le cas, Verstappen était libre de son contrat et c'était ça le principal objectif de Red Bull. Et c'est aussi en partie pour ça que toute la première partie de saison avec Pierre Gasly qui faisait la voiture labo pour Max Verstappen pour offrir cette victoire-là en Autriche. Puisse se concrétiser. Donc au final c'est un 14 sur 20 parce qu'ils ont roulé avec une seule voiture vraiment performante. Alex Albon est arrivé après avec beaucoup de performance par rapport à Gasly parce qu'il a été plus incisif sur la course. Après il était au même temps au niveau de Verstappen, hein. Gasly, Albon c'est du pareil au même au niveau de la performance pure dans la voiture. Derrière Albon est un peu plus incisif et voilà, donc du coup 14 sur 20 je pense que c'est une note honnête pour finir troisième pour Verstappen au championnat avec une voiture qui, si on avait deux voitures exactement pareilles, devrait se battre plus avec Ferrari. Et ça prépare 2020 aussi. Et ça prépare tout à fait Ils 2020. sont pas partis dans le confort qu'ils auraient pu avoir que tel Mercedes ou Ferrari avec des bases solides de moteur, des bases. Enfin là, ils ont quand même repensé un peu tout ce qu'ils avaient. Enfin, ils ont changé de moteur, même s'ils avaient Toro Rosso qui avait déjà un peu préparé le terrain avec Honda. Mais bon, enfin voilà, ça reste un changement majeur dans ton fonctionnement. Et ils arrivent finalement à faire presque aussi bien que Ferrari, parce que s'ils avaient eu un deuxième pilote à la hauteur de Verstappen, qui sait, ils finissent pas deuxième du championnat. Donc ils ont optimisé tous ces éléments qui étaient censés être des éléments de transition et du coup ils devaient à la base juste limiter la casse. Franchement, c'est beaucoup mieux que limiter la casse qu'ils ont fait Red Bull cette année. Hein. Et sur la gestion des week-ends, c'est quand même important de le dire, les arrêts au stand sont souvent parfaits. Ouais. C'est souvent la perfection. La stratégie et sont toujours proactifs en matière de stratégie. Ouais. C'est toujours Red Bull qui va nous animer une course avec un arrêt anticipé souvent pour Verstappen. Vous étiez d'accord en tout cas avec nos internautes. Je rappelle la moyenne donnée par les internautes pour Red Bull, c'était 15. Vous avez décidé de mettre 14. Voilà, c'est à peu près dans le même esprit. Votre gros coup de cœur, votre deuxième gros coup de cœur, la deuxième plus grosse note donnée bien sûr en cette saison 2019, elle est pour McLaren. L'incroyable comeback des Oranges, 17 sur 20. Le grand retour dans le top 4, le premier podium depuis 2014. Et puis ce duo de pilotes, on peut le dire, l'un des plus sympathiques, si ce n'est le plus sympathique de ce plateau 2019. Les internautes sont assez d'accord avec vous parce qu'ils ont mis 16,4, vous voyez, à 0,4 près, on est 0,6 dedans, oui, pardon. À 0,6 près, on est dedans. McLaren, votre grand coup de cœur de cette saison. Moi, je mettrais même carrément un 19. Parce que c'est une écurie qui remonte des tréfonds. Ils ont deux nouveaux pilotes qui arrivaient cette année dans la voiture, donc il fallait aussi s'habituer à la méthode de travail, etc. Faut pas oublier quand même que Van Dorn et Alonso ont quand même un peu développé la voiture de cette année aussi, donc c'est aussi à mettre ça à leur crédit, mais le duo est juste parfait. Ça a été les deux premiers pilotes à être re-signés pour plusieurs années dans cette saison 2019, donc ça témoigne de la confiance de l'équipe envers leurs pilotes, et ça c'est hyper important pour avoir une bonne confiance et une bonne entente. Même Lord qui va très bien, et puis il y a juste un point que j'enlève à McLaren, c'est le moteur Renault, parce que sans tous les avaries qu'ils ont eu, que ce soit Sainz ou Norris, il y avait beaucoup plus de points à marquer. Peut-être pas aller chercher Red Bull, mais il y avait plus de points à marquer. Et ce qui est fou, c'est que cette équipe McLaren, enfin moi personnellement, je n'avais aucune attente en début de saison. Ouais. On attendait une chose, c'était la fin de l'ère actuelle et l'arrivée 2021 pour voir si McLaren peut retrouver le sommet. Et c'est un réel plaisir de les voir là. Il y a eu deux arrivées importantes. Andreas Steidl en directeur général, James Kay qui aurait un gros rôle sur la conception de la voiture 2020 parce qu'il arrivait fin mars, donc il n'a eu aucune influence finalement sur 2019. C'est assez intéressant de voir McLaren. Et alors ils vont peut-être pas aller chercher Red Bull et Ferrari dès la saison prochaine, mais l'important pour 2020 ce sera d'écraser les autres et de pourquoi pas aller chercher des podiums à la régulière. Je trouve ce qui est fort avec McLaren, c'est que ça a fait 4 ans à peu près qui se sont fait marteler par toutes les presses du monde, parce que McLaren c'était quand même pendant très longtemps la première voire la deuxième meilleure écurie du plateau pendant une vingtaine d'années, voire même plus à certains moments. Donc et ils sont tombés d'un coup, d'un seul, dans les bas-fonds du classement. Ils ont été raillés, ça a été vraiment la risée du plateau, et Alonso en partie. Quand vous avez une écurie qui est autant championne du monde avec un double champion du monde qui est la risée du plateau, c'est dur de s'en remettre. Et j'ai l'impression que cette année ils ont décidé de travailler pour eux sans vraiment se soucier de ce qui se passait, comme si c'était finalement une petite écurie, comme s'ils avaient mis leur ego de côté et qu'ils s'étaient remis à travailler depuis la base, avec des pilotes qui n'ont pas forcément le standing de ce qu'on pourrait appeler le non-McLaren.
Et ils sont arrivés avec Sainz, avec Norris, sans prétention, avec une voiture qui n'avait pas forcément d'objectif particulier, si ce n'est que d'essayer petit à petit de remonter la pente. Et finalement, c'est quatrième meilleure écurie, ce que tente Haas, ce que tente Renault, ce que veut Haas et ce qu'ils annoncent en début de saison, c'est McLaren qui le fait sans avoir rien annoncé, avec un duo de pilotes qui est tout simplement parfait pour eux. On avance avec, vous avez évoqué McLaren, vous avez évoqué son moteur, on va parler de la maison mère, Renault. Je ne vais peut-être pas vous faire revenir là-dessus, parce qu'on avait fait plusieurs émissions sur Renault, mais Renault, voilà, mauvaise note. Pour le coup, là, le conseil de classe a été un petit peu difficile. 7 sur 20, ce châssis complètement raté, on peut le dire. Grosse progression moteur quand même à mettre à leur actif. Très loin des objectifs aussi annoncés lors de leur retour en Formule 1 en 2014, puisque 2019 devait être le retour au succès. Ils sortent quand même du top 4 constructeurs, qui est quand même quelque chose de symbolique en Formule 1. Et puis bien sûr cette impression que laisse Renault de régression. Allez, juste un mot sur Renault, mais de manière très rapide. En fait, tout simplement, Renault, on a inversé Renault et McLaren. On attendait à ce que Renault fasse une McLaren de ce qu'a fait McLaren cette année, et en fait ça a été l'inverse. Et Renault a fait une voiture pourrie, erreur sur peut-être le management des pilotes, je sais pas, beaucoup d'erreurs de Ricciardo aussi. Ça on en reparlera, mais pas dans les objectifs. Peut-être on a eu trop d'attentes vis-à-vis de Renault. En même temps, on nous a donné du pain. Ils ont fait monter la sauce, donc on nous a donné de quoi faire. Voilà, c'est dommage. C'est la dernière des écuries usines. Oui, tout à fait. Un gros regret, c'est qu'ils avaient ce très bon line-up, Hülkenberg et Ricciardo. Ils l'auront aussi l'an prochain. Ricciardo, on le rappelle, il a annoncé un changement de philosophie aéro pour 2020. Prions. C'est un line-up normalement qui est censé être dans les 3 écuries de tête. Enfin, peut-être pas Hülkenberg, mais Ricciardo, c'est un pari qu'il a fait. C'est pas censé faire un podium ou 2 cette année. Ouais. Mais c'est Toro Rosso qui le fait, quoi. Exactement. Toro Rosso et McLaren. On en parle justement, Toro Rosso, parce que c'est la 3e plus grosse note que vous avez donnée pour cette émission, 15 sur 20. Pourquoi avoir donné une note plus importante à Toro Rosso qu'à Red Bull, par exemple? Saison record, je vous l'accorde, pour Toro Rosso, vous voyez que c'est 85 points et surtout ces 2 podiums. Mais pourquoi avoir donné plus à Toro Rosso qu'à Red Bull? Parce que Toro Rosso, c'est une écurie qui est totalement dépendante au niveau de son fonctionnement de ce que va faire Red Bull. En l'occurrence, je ne pense pas qu'eux aient eu le choix de lâcher Albon, je ne pense pas qu'eux aient eu le choix de reprendre Gasly. Ils font avec ce qu'on leur donne dans l'écurie mère et ils font bien. Et franchement, cette saison, le nombre de fois on a vu les Toro Rosso dans les points en Q3, on a Kiat qui fait son podium en Allemagne, circonstance de course certes. On a Gasly qui fait son podium au Brésil, circonstance de course certes, mais en attendant, ils sont là. Aller les chercher. Et ils font quand même pas tant d'erreurs que ça. Bon, Kiat, il fait sa torpille, mais bon, moi, ça arrive. Pour rebondir sur Brice, en fait, le truc, c'est que le Toro Rosso a été, encore une fois, clutch dans ces moments-là. C'est-à-dire que quand c'est le bordel en piste, ils saisissent l'opportunité. Ils sont présents au bon moment, mais derrière, il faut saisir l'opportunité. Quand Gasly fait son podium, mais il faut être présent derrière et saisir l'opportunité et essayer d'aller chercher le podium. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que n'a pas réussi à faire Renault. C'est ce que n'a pas réussi à faire Haas. Ça, on en reparlait, mais pour d'autres raisons probablement. Mais c'est ce que toutes les autres écuries avaient plus ou moins réussi. Williams, par exemple, en 2017 avec Stroll, Racing Point ou Force India encore à l'époque avec Perez plusieurs fois. Là, cette année, ça a été Toro Rosso, 2 podiums, c'est quand même pas rien. Et ce qui est important à signaler, c'est que c'est le contraste entre Red Bull et Toro Rosso. Tu as la froideur de Red Bull et du côté de Toro Rosso, tu as l'impression que c'est une petite famille, c'est la chaleur. Quand tu vois la gestion d'Alex Albon, le petit rookie qu'on essaie de mettre dans un cocon pour l'aider tranquillement à s'installer. C'est le Minardi, l'ancienne écurie. Toro Rosso, à la base, c'est Minardi. Et le retour de Pierre Gasly, ils ont réussi à renverser la situation avec Pierre Gasly. Franchement, contexte idéal pour les deux et chapeau à Toro Rosso. On va passer assez rapidement sur 2 écuries. On est plutôt d'accord sur les notes, quoique vous avez un peu sous-noté Racing Point, à qui on a mis 11. Vous avez décidé de leur mettre 10,5. C'est bien sûr votre choix, les amis. Donc 11, je vous le disais, pour Racing Point. Également, Alpha, on leur a mis la moyenne, 10 sur 20. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter sur ces 2 écuries qu'on fait le travail. On le voit là, Alpha, une année de stabilité, on a dit. Après, c'est vrai, la grande révolution qui s'est opérée l'année dernière. 5 points de plus que l'année prochaine, que l'année dernière, c'est pas énorme. 11 sur 20 pour Alpha. Vous avez décidé d'ailleurs de mettre une meilleure note à Alpha qu'à Racing Point. C'était un petit peu la surprise, en tout cas, dans vos
vos votes. Je vous emmène tout de suite sur As. As, à qui nous avons mis la pire note de cette saison 2019. Nous, on est parti sur 2 sur 20. Vous aviez tranché pour un 5,8 en moyenne. Voilà pourquoi on a mis les 2 sur 20. La gestion sur les 2 pilotes qui a été catastrophique. Le développement de la voiture qui a été dramatique. La communication qui a été en déliquescence. L'affaire Rich Energy qui nous a fait rire. Les sorties parfois peu avisées quand même de Gunther Steiner, notamment dans le management de ses pilotes. Et puis, la pire saison comptable quand même de leur histoire à cette écurie américaine. Un petit mot. C'est la pire catastrophe de cette saison pour vous. Alors, un naufrage constant. Ouais. Moi, je mets 2 sur 20. 1 point pour la série Netflix, 1 point pour la meilleure voiture des essais hivernaux. Voilà, parce qu'avec la voiture des essais hivernaux, ils peuvent faire toute la saison. C'est vrai. Arrêtons le développement à la sortie des essais Ils auraient hivernaux. économisé un pognon. Ils veulent... mais là, c'est clair. C'est ça qui est fou. Le développement a coûté des millions. Et quand tu vois aujourd'hui, tu finis la saison avec l'idée que ta voiture de pré-saison, c'est la meilleure de la saison. Tu as développé une voiture tout au long de la saison pour au final te dire non, mais la meilleure voiture, c'est celle de l'Australie. C'est dingue. Non, mais ça veut dire quand même que les mecs celle de la saison, celle d'avant l'Australie. C'est-à-dire que les mecs savent pas où ils vont, quoi. Enfin, c'est terrible. Et j'ai vraiment l'impression que Ferrari, tu leur donnes une voiture mauvaise, ça devient As en termes de gestion. C'est-à-dire que tu as les 2 pilotes qui vont s'accrocher, t'as Binotto, il va faire, je sais pas, peut-être. Voilà. Binotto, il est pas aussi dur que Steiner au niveau de la com. Mais ça a été un fiasco de com, de résultats, de tout. Pauvre Romain Grosjean, il a déjà pas une bonne image, mais si en plus il se bat avec ce matos-là, avec ce coéquipier-là. Comment veux-tu, quand tu regardes pas en profondeur, qu'il ait une bonne image? Parce que le pauvre, cette saison, quoi. Il y a des moments, tu crois qu'il va pleurer. Après, on en reparlera tout à l'heure, mais Romain Grosjean, c'est censé être le leader technique de cette équipe As. C'est vrai. Lui, dès le début de saison, il sent que ça va pas dans le bon sens. Et pourtant, As a continué un développement assez étrange. Mais t'as beau être le leader technique, si tu lis d'une pâte à modeler, si tu veux, au bout d'un moment, tu lis pas grand-chose. Tu te dis. Il y a quand même une chose à dire. Comment vous l'expliquez, le fait qu'ils n'aient pas réussi à développer cette voiture? Est-ce que c'est pas parce qu'ils récupèrent des pièces également de Ferrari? L'intégration de pièces, c'est un peu compliqué. Ils font rien eux-mêmes. Il y a très peu de choses qu'ils font eux-mêmes. Ils font le châssis. C'est l'obligation réglementaire de la FIA. Ils font le châssis. Par contre, ils prennent suspension, moteur, probablement boîte de vitesse, etc. Ils prennent peut-être un peu aussi un package global management Ferrari dans leur écurie. Donc, le low cost. Faut pas déconner. Le pack de base, sans la peinture. C'est une Ferrari d'entrée de gamme, si tu veux, la As, donc c'est un peu compliqué et en plus elle marche pas bien, mais c'est dur en fait de voir que c'est pas une As. Là. En fait, c'est dur de. C'est le troll de voir que. C'est dur de voir que en fait la As finalement. Comme l'année dernière, un peu, avait eu une voiture très performante aux essais hivernaux et après a eu un peu plus de mal à développer leur voiture. Mais là, cette année, ça a été particulièrement catastrophique. Et encore une fois, on va y revenir tout à l'heure en parlant de Romain Grosjean, mais le retour technique, en fait, c'est toujours la chose la plus compliquée en Formule 1, c'est de faire confiance au pilote qui te fait un retour technique qui est en contradiction avec les datas que tu récupères. Et ça, c'est plus compliqué. Et puis le pompon sur la Garonne, tu disais... en introduction, l'histoire Rich Energy qui était drôle. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé ça drôle. Non, mais eux, ça les fait. Il y a rien qui te fait marrer, toi aussi. Un peu d'humour, Hamza. Désolé, c'est dramatique. Enfin, t'as Rich Energy qui annonce son départ et finalement As qui dit dément. Et puis finalement, 2 mois plus tard, Rich Energy qui se barre. On sait pas pourquoi. Je suis désolé, mais. Ça a été une saison noire. Comme leur voiture. Exactement. Et pas or, par contre. On referme cette page As pour terminer avec une note sur laquelle je ne suis absolument pas d'accord, les amis. Et je suis très content parce qu'en regardant la moyenne donnée par les internautes, ils sont d'accord avec moi. C'est ça la force de la démagogie. Entendez-le, bien évidemment, c'est Williams. Williams, vous avez décidé de leur mettre 12 sur 20. Les internautes ont dit 5 sur 20. Alors, expliquez-moi comment on peut mettre la moyenne à une écurie qui a marqué l'histoire de ce sport je vous attends, là. et qui est lamentable et qui s'est traîné. Ça va être tout simple, c'est la trajectoire inverse de As. Williams est arrivé de tellement loin, mais tellement loin. En fait, Williams finit, mais tellement loin. Attends. Williams, tu démarres la saison, c'est une équipe de F2. C'est catastrophique. Elle a une voiture désastreuse. Elle prenait 3 ou 4 aux secondes. essais hivernaux, ils arrivent, ils sont même pas sûrs d'avoir la voiture pour rouler. Donc. Et ils finissent la saison. Tout au long de la saison, il y a une progression. Alors la progression, tu vas pas la voir parce que quoi qu'il arrive, tu finis dernier. Tu finis 19-20 si tout le monde, si t'as aucun abandon. Tu finis 14-15 si t'as plusieurs abandons. Mais tout au long de la saison, tu as une progression. Elle est linéaire, elle est constante. Elle n'est pas exceptionnelle. Mais tout au long de la saison, on a senti un rythme de course du côté de Williams qui se rapprochait des As, qui se rapprochait des Alfa Romeo, qui se rapprochait des Racing Point. Et
pour ça, je suis désolé, c'est une progression et c'est la moyenne. Et en plus de ça, fiabilité, puisque les bien moments sûr. où ils abandonnent, alors il y a que Le premier abandon, il arrive à Singapour. parce qu'on lui a dit. Moi bon, aussi, tu je suis t'en- fiable en vélo, Hein mec. Non, mais calme-toi. On en parlera à Paul. Non, mais derrière, il y a une fiabilité. Russell, il se fait sortir par Grosjean à Singapour, grosso modo. Mais dans l'ensemble, ils sont restés loin des accrochages. Ils ont fait le job. Ils n'ont pas eu de problème moteur. Ils n'ont pas eu de problème technique sur la voiture de quoi que ce soit, ou en tout cas très peu. Et il y a une progression de fou, c'est tout. Et ça vaut au moins un 12, contrairement à As. Premier abandon à Singapour. 4 abandons en tout cette saison. Leur élément moteur, c'est Mercedes, le moteur le plus fiable du plateau. Donc, Oui, et donc ouais, mais bon. je l'attribue Bah, pas à Williams. désolé, cette hein, réussite. Racing Point a eu quelques abandons. Puisque tu donnes pas la moyenne, explique-nous pourquoi. Je n'aime pas la moyenne parce que il y a dans un passé peu lointain, je vois une Williams en pôle en Autriche. Je vois une Williams qui va se battre avec Lewis Hamilton, que ce soit Felipe Massa ou Valtteri Bottas, à Silverstone. Ils sont 1 et 2 de Silverstone et ça, c'est il y a 4 ans. Et quand on est une écurie aussi expérimentée, aussi puissante dans le milieu de la Formule 1 qu'a pu l'être Williams, dégringoler à ce point-là en l'espace de 2 ans, parce qu'en fait, ils avaient des bons résultats jusqu'à il y a 2 ans en soi. Je trouve ça, mais triste. On peut dire la même chose de McLaren. Il y a 4 ans, ils étaient sur le podium à Melbourne. Bon, bah voilà. Mais tu m'aurais demandé ça il y a 2 ans pour McLaren, j'aurais mis 5 choses aussi à McLaren. Voire Enfin, 0. Voilà, enfin, non, c'est Pierre Williams, je trouve, parce que Williams, enfin, il y a 3 ans, ils étaient dans les points de manière Mais il y a régulière. 3 ans, mais on juge pas les 3 dernières années, on juge la saison 2019. Eh ben, elle sur est la pourrie. saison Eh ben, 2019, elle est pourrie. il y a une progression. Ce mec-là. Il y a une progression. Mais une progression de 0 à 1, tu vas dire que 1 c'est bien. Mais non, du coup c'est faux. C'est faux ce que tu dis. C'est Bon, faux ce que bon, tu dis, alors, c'est pas de 0 Moi, je à suis 1. d'accord avec Hamza. Moi, je suis d'accord Non, avec Hamza. mais Je suis quand désolé. Il y a une progression, faut la noter. Et cette progression-là, alors que voilà, le volant. Ça s'appelle pas. Williams, ça se casser la gueule. Bah Ah non, non, justement, La c'est une- preuve, ça, c'est plutôt As, tu vois, mon garçon. Les Donc, deux. non, je suis désolé. Il y a une progression, faut le noter. Normalement, l'année prochaine, s'ils se foirent pas, mais là, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'ils vont avoir juste Russell. Ils n'auront pas Kubica qui a quand même une certaine expérience et qui a un certain sens du retour technique sur une voiture. Et nous Là, avons on va un avoir petit phénomène là. Latifi. Ouais. Bon, va falloir s'accrocher. Hein. Et puis il va falloir préparer 2 voitures, développer la voiture 2020 pardon, et créer aussi cette voiture 2021 avec les nouveaux Au niveau règlements. des fonds, ça va pas être évident. On verra, ça va être compliqué. On a Merci, parlé des écuries, les amis. Merci, Latifi. Concentrez-vous, je veux qu'on parle des pilotes. Le top flop des pilotes 2019. On commence par le top. Et je suis pas sûr qu'on passe énormément de temps sur le top parce qu'on sera tous d'accord. Voici les 4 pilotes en tout cas qui nous ont convaincus cette saison, qui nous ont beaucoup plu. Il y a forcément du Lewis Hamilton, il y a forcément du Charles Leclerc, du Max Verstappen et puis bien sûr du Carlos Sainz Jr. Un mot, mais vraiment un mot, les amis, sur ce top, parce qu'on va pas y passer 107 ans. Je pense qu'on est absolument tous d'accord là-dessus. Bah, rien à dire. Hamilton, 6 fois champion du monde. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Verstappen, qui a été, comme d'habitude, très agressif, mais il s'était calmé. Il a quand même eu un petit manque d'oxygène à Mexico et sur la fin de saison, mais ça, c'est normal, c'est la fatigue. Leclerc, on l'attendait pas à ce niveau-là. Et Sainz, meilleur absolu des autres. Mais clairement, le meilleur des autres. Il fait des courses magnifiques. Bah, Hamilton, il maximise comme d'hab le potentiel de sa voiture. On en a déjà parlé, on va pas y revenir, mais c'est surtout, j'ai vu une stat qui est passée après Abu Dhabi. C'est le seul pilote à avoir fait 100% des tours en 2019. C'est une première, je crois, depuis Schumacher. Enfin, il fait top 10 à chaque course. C'est une saison exceptionnelle pour Lewis Hamilton. Tu disais, Max Verstappen, ça a été la saison de la confirmation, celle où il a été vraiment régulier. Il était jusqu'à la Hongrie, son abandon en Belgique. Il est sur 21 courses consécutives dans le top 5, donc c'est très solide. Charles Leclerc, tu disais, il arrive tout de suite, il performe face à Sébastien Vettel. Et Carlos Sainz, c'est le premier pilote depuis, je crois, 2014 ou 2015 à faire top 6 en n'étant pas un pilote Mercedes, Ferrari ou Red Bull. En plus, il s'offre un petit podium à la fin. Chapeau. C'est les 4 qui nous ont fait nous lever à un moment donné dans la saison de manière assez régulière. Je parle pas de Gasly sur un événement par exemple. Lever le matin ou lever du canapé? Lever le matin aussi, parce que pour regarder des victoires à Suzuka qui sont emmerdantes, on l'a fait aussi. Non, mais c'est les 4 dont les performances ont été régulièrement très 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 surprenantes en termes de classement. Ça a été assez incroyable. Verstappen a fait des choses avec cette Red Bull qui étaient impensables en début de saison. Leclerc, on ne le voyait jamais être devant Vettel. Et puis Sainz, c'était totalement... Qui aurait misé un copec sur Sainz Ah bah, pas moi, hein. avant le début de la Sûrement saison? pas Donc, moi. ouais, c'est les 4. Ouais. On passe au flop. Et là, on va discuter sur les flops parce que je sais que vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur les pilotes qui ont bien sûr qui seraient passés à côté de leur saison 2019. Sébastien Vettel, on sera tous d'accord. Ah Daniel Ricciardo, ça peut vous faire réagir. Romain Grosjean, je sais que vous
n'êtes pas tous d'accord. Et Lance Stroll, je sais qu'il y en a aussi, peut-être chez vous en tout cas, qui sont prêts à les défendre. Est-ce que vous êtes en désaccord avec un des 4 choix? Moi, je dirais Grosjean. Ouais, parce que Grosjean aussi. Grosjean, en fait, alors oui, il fait des bourdes, oui, il a fait des conneries. Le spin dans la voie des stands à Silverstone, bon, ça, c'est pas normal, mais il fait des retours techniques, il a quand même une expérience, il est pas idiot dans sa manière de gérer les courses non plus, et on lui donne une poubelle absolue entre les mains, c'est très compliqué. Et quand il arrive à performer enfin, il se retrouve dans des circonstances de course où à un moment donné, la Haas, elle dit ah mais non en fait, non je vais pas t'emmener au bout, et c'est ça qui est dommage. En fait, je pense que Grosjean a plus eu beaucoup de malchance, en particulier sur cette année, par rapport à d'autres années, et c'est pour ça que je le mettrais pas spécialement dans un flop. Moi, je l'ai trouvé plus solide mentalement aussi que les années précédentes, parce que le nombre de fois où il part bien, P7, P8, et qui se retrouve à batailler avec cette espèce de tracteur qu'est la Haas en course, où il va se retrouver 12, puis 13, puis 14, puis à la fin de la course, regarde le résultat, puis ils sont 17 et 18, les deux. Tu te dis, mais où sont passés les Haas? Le symbole de sa saison, finalement, c'est le Brésil. Ouais, non, mais clairement. Et tu vois, à la fin, là, il en peut plus, là. Il en peut craquer, plus. hein. Et des saisons auparavant, je pense qu'il aurait largement craqué avec un dive bomb ou une connerie, tu vois. Là, je l'ai trouvé quand même plus serein. Là, en fait, plus philosophe, plus faire de dive bomb parce qu'il est plus assez rapide. Après, Donc c'est je compliqué. suis désolé. Romain Grosjean, il s'est fait quand même dévorer par Magnussen cette saison, soit en qualif, soit en course. Alors, après la course, je veux bien, effectivement, il y a des abandons, il y a des circonstances de course, et je crois qu'il lui met un 20.8. Mais en qualif, par contre, quand tu prends un 13.8 par Kevin Magnussen, alors que Grosjean est supposé être un pilote rapide, je trouve que c'est malheureusement problématique. Et puis sur ces 8 points, il faut aussi rappeler qu'il en prend 6 en Allemagne avec des circonstances de course assez exceptionnelles. Sinon, sur la saison, évidemment, il est là. Évidemment qu'il est là. Mais sinon, sur l'ensemble des 20 courses, excepté l'Allemagne, il prend 2 points. Espagne, Monaco. Les flops, on va pas parler de Sébastien Vettel, on a consacré 5-6 émissions, on a évoqué de Sébastien Vettel durant cette saison, c'est plutôt évident. Allons sur Ricciardo parce que bizarrement on n'en a pas énormément parlé. Est-ce que pour vous, là encore, c'est un véritable flop? Moi je vais exprimer mon point de vue, ce qui est un petit peu triste, c'est qu'il n'a pas été le leader que Renault attendait, surtout il a fait énormément d'erreurs, notamment en début de saison. Vu le pognon qu'a mis Renault pour le recruter, ça fait cher, hein. Je pense que du côté des têtes pensantes de Renault, ça doit faire un peu mal. Ouais. Parce que tu finis derrière ton classement de 2018, tu finis avec moins de points, et t'es censé ramener un pilote du calibre d'un Vettel, d'un Verstappen. Ricciardo, il a cette cote-là. Même s'il n'est pas champion du monde, il a la cote d'un des 3-4 meilleurs pilotes du monde. Donc, c'est un vrai investissement quand même. Mais bon, Ricciardo, je pense aussi qu'au niveau de son investissement, s'il n'a pas la voiture qui suit, il donne peut-être un peu moins, tu vois. Et on l'a senti quelquefois passablement agacé par le fait que sa position en piste, c'est pas celle à laquelle il est habitué avec Red Bull. Et du coup, peut-être qu'il y avait un peu de lassitude durant la saison de la part de Ricciardo. Donc déjà, ça va pas l'aider à performer davantage et à se battre bec et ongle pour aller chercher des places pour Renault, quoi. Moi, j'ai un peu peur pour Daniel Ricciardo, c'est qu'il y a un espèce de syndrome entre guillemets Vettel, dans le sens où quand on lui donne une super bonne voiture, il fait de la magie avec ses dive bombs, ses freinages, etc. C'est magnifique, mais dès qu'on lui donne une charrette un peu plus compliquée à piloter, il essaie de faire la même chose pour l'instant, et à chaque fois ça casse, que ce soit à Bakou, que ce soit sur d'autres Grands Prix. On l'a vu être beaucoup trop optimiste et faire des freins et dire « Ah mais frérot, c'est plus une Red Bull que tu as entre les mains, c'est une Renault. » C'est un peu plus compliqué. Et alors, on va pas lui retirer le fait de vouloir essayer d'extraire un peu plus que la voiture, mais peut-être qu'il a un peu trop surconduit cette année par rapport à la voiture qu'il avait. Et c'est ça qui fait qu'il manque peut-être des occasions de marquer des points et de passer devant McLaren au constructeur. Et c'est tout le problème des pilotes Red Bull, c'est qu'ils pilotent une voiture qui est certainement la plus agréable et la plus facile à conduire en termes d'aérodynamique, puisque ça fait une dizaine d'années maintenant que l'aérodynamique de la Red Bull est la meilleure du plateau, ça c'est pas une surprise. Quand tu sors de ce confort-là et que tu vas te retrouver avec des voitures qui ont un peu moins d'avant, un peu plus d'arrière, qui sont moins stables, tu regardes Vettel, tu regardes Ricciardo, c'est compliqué de s'adapter. Est-ce que Ricciardo arrivera plus facilement à s'adapter à la Renault que Vettel à la Ferrari? Ça, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est un passage très compliqué de sortir de chez Red Bull. Non, après, je pense qu'on a tout dit. C'est juste quand même. C'est bien, c'est parfait. Alors, on passe. Il a fait une deuxième partie de saison quand même vraiment meilleure, je trouve, que la première. Après, le 14-7 à Hülkenberg en qualif. Oui, ça va, ouais.
Les amis, on a parlé des pilotes, on a parlé des écuries, évoquons les circuits, les grands prix. Il y en a eu quand même quelques-uns d'intéressants et on va y revenir. Vous avez décidé d'élire le plus beau Grand Prix de cette saison, oui, le Grand Prix d'Allemagne, forcément. Grand Prix d'Allemagne qu'on ne retrouvera pas d'ailleurs au calendrier de la saison prochaine. Le Grand Prix d'Allemagne. On ne va pas réexpliquer pourquoi, mais je crois savoir que toi, Pierrot, tu n'es pas d'accord avec ce choix-là. En fait, Grand Prix d'Allemagne, oui, parce qu'il y a eu beaucoup de péripéties. On a eu un départ arrêté sous la pluie pour la première fois depuis je ne sais combien d'années. Ouais. En revanche, moi, celui qui m'a donné le plus la trique, on va le dire clairement, c'est le Grand Prix de Silverstone, Grand Prix de Grande-Bretagne, puisque on a eu des beaux dépassements, des duels entre deux Mercedes, des duels entre Verstappen et Leclerc. Ça s'est donné des petits coups de roue. Il y a eu un crash entre Vettel et Verstappen. Je trouve que le Grand Prix de Grande-Bretagne, pour moi, a une saveur beaucoup plus particulière parce qu'on a eu vraiment des belles batailles rapprochées sans avoir besoin de circonstances extérieures autres que la pluie, les différents abandons, etc. Donc voilà pourquoi moi, mon cœur penche plus sur le Grand Prix de Grande-Bretagne à la régulière. Ouais. Est-ce que tu es d'accord, Brice, avec le choix de l'Allemagne ? Je suis d'accord avec le choix de l'Allemagne, mais bizarrement, et c'est rare, il m'a convaincu un peu quand même. Allez, il m'a un peu convaincu parce que effectivement, dans le purisme en fait de la beauté de cette course-là, effectivement, Silverstone n'a pas eu besoin d'aide pour être une très belle course. L'Autriche non plus d'ailleurs. Oui, mais de toute façon, ça fait quelques années que les 4 courses qui suivent là au début de l'été, elles sont incroyables. Enfin, sauf le Grand Prix de France. Mais ça n'engage que toi. Je ne vois pas de quoi tu parles. Juste une petite question sur ce Grand Prix d'Allemagne qui a honnêtement à l'unanimité a été élu au Grand Prix de cette saison. On s'est quand même régalé devant notre télé, ça a été incroyable. On ne savait pas comment ça allait se terminer. Moi, une autre question sous-jacente que je vais vous poser, est-ce que c'est pas le plus beau Grand Prix de l'ère hybride ? Après, c'est une histoire de sensibilité. Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Moi, il y en a pas mal. Il y a aussi l'Azerbaïdjan. 2014. Il y en a. Je suis désolé, mais sur l'Allemagne, moi, il y a quelque chose qui me plaît. Et justement, la pluie apporte cette saveur, c'est que la moindre erreur se paye. Et ça, c'est pourquoi je regarde la F1. Moi, on l'a critiqué au moment du Grand Prix d'Allemagne, ça. On a critiqué le fait que avec la pluie, elles étaient devenues inconduisibles. Donc... Non. Alors, je sais pas si toi tu l'as critiqué. Nous, on l'a pas critiqué. Il y avait juste cette partie. J'avais fait un décryptage. Justement, le dernier virage. Décryptage. Non, mais à l'extérieur, mais parce que ça n'a absolument rien à voir avec le circuit en lui-même. C'est juste cette bande de Draxler. Déjà, exactement. On en a déjà parlé. Mais sinon, sur l'ensemble. De Draxler, il avait dit d'ailleurs. On te laisse finir, oui, s'il te plaît là. Carton jaune, Merci. pas de référence au foot dans cette émission. C'est bon. On en a déjà trop fait. Pas parce que tu étais au Ballon d'Or et avant-hier que. Mais effectivement, c'est ce pourquoi je regarde la F1. Une erreur se paye cash et malheureusement, ça se perd cette saison avec les circuits construits sur des pistes, sur des parkings. Donc l'Allemagne, pour moi, c'est le Grand Prix de la saison, clairement. Très rapidement, j'avais complètement oublié de faire quelque chose. C'était la révélation. On va retourner en arrière, bien sûr, dans notre petit wording. Pour terminer, bien sûr, ce débrief de cette saison 2019. La révélation, vous en avez choisi 3. Brice a choisi Lando Norris, Hamza, George Russell et Pierrot, Alexander Albon. Brice, explique-nous. On va faire très rapide, les gars. Brice, explique-nous pourquoi Lando Norris. Le vent frais, le vent du matin qui a soufflé sur la Formule 1. Pas du tout préparé, je viens de faire une rime comme ça. Non, mais Lando Norris, c'est une nouvelle génération de pilotes. Je ne sais pas s'il incarne cette nouvelle génération. En tout cas, j'ai jamais vu un mec comme ça en Formule 1. Tout simplement. J'ai jamais vu. Fraîcheur, quoi. Ouais, mais j'ai jamais vu un mec arriver et se taper des barres en conf de presse, taper des barres à la radio avec son ingénieur. Là, le dernier Grand Prix, il lui a dit « Mec, t'es en train de pleurer ?» Il lui a demandé ça à la radio en étant mort de rire. Et il contraste avec ce flegme anglais, surtout des pilotes anglais qui d'habitude étaient très... n'étaient pas super sympa, quoi. À part Button qui était relativement cool, mais oui, bien sûr. Et Norris, il arrive avec une insouciance et du talent, parce que on pourrait l'apprécier pour son caractère et après voir qu'il est pété en piste. C'est pas le cas du tout. Pour un rookie arriver dans une voiture qui n'a, il n'y a pas de pression du coup chez McLaren, mais voilà, il arrive, il fait ses points, il fait ses courses. Il a été derrière Sainz, mais est-ce qu'on peut lui reprocher? Il est rookie. Non, il le bat en qualif. Il le bat en qualif, mais pas en course. 11-10. Et non, c'est un pilote qui est rapide, et sympa, et talentueux, et qui a de la maturité visiblement même. Donc franchement, bel avenir. Le flegmatique George Russell pour toi, pour le coup. Moi, je vais juste dire une chose. 21-0 à Robert Kubica en séance de qualification. C'est vraiment quelque chose qui pour moi, me tient à cœur. C'est ce comparatif en qualification. Il lui a collé 21-0. On a parlé tout à l'heure de la fiabilité Williams. 2 abandons cette saison. Il ne pouvait rien extraire de sa monoplace, si ce n'est accumuler les kilomètres. Je trouve que cette saison, il a montré...
Aujourd'hui, je trouve qu'il se place, pourquoi pas, pour l'avenir de Mercedes en étant un possible éventuel successeur à Valtteri Bottas. L'idéal, ce serait de lui trouver un volant qui, pourquoi pas, chercherait les points. Ça, c'est un de mes coups de cœur, en tout cas, de cette saison. C'est quand tu dis Valtteri Bottas. Pierrot, le choix étonnant de Pierrot, c'est ce qu'on a mis. Alexander Albon, parce que c'est vrai. Non, arrête. En tant qu'avocat de Pierre Gasly, en tant qu'avocat de Pierre Gasly, après, c'est moi le démago. Mais ça montre que tu es objectif. Non, mais parce que en vrai, le truc, c'est que bon, j'ai beau préférer Gasly à Albon. Albon n'est pas mauvais pilote pour autant, et bien au contraire, on a vu sur les courses qu'il était incisif, qu'il venait faire les freins un peu à la Daniel Ricciardo, qu'il utilisait à 100% la Red Bull, ce qui n'était pas le cas de Pierre Gasly, ou en tout cas c'était plus difficile pour Pierre Gasly. Gasly a retrouvé un vent de fraîcheur après avec Toro Rosso, mais ça c'est un autre sujet. Et Alexander Albon, encore une fois, il est dans cette mentalité, en tout cas pour cette fin de première année. On verra en deuxième année, et c'est là où vraiment tout le monde, je pense, va l'attendre au tournant. Il va falloir confirmer, garçon, parce que maintenant, il va falloir aussi exister face à Max Verstappen sur un an, ce que n'a pas réussi à faire Pierre Gasly. Là, on lui a donné une demi-saison un peu pour faire un peu ses preuves. Il les a faites. Il a été incisif. Il aurait dû normalement faire son podium au Brésil face à Lewis Hamilton. Bon, le sport auto et l'erreur d'Hamilton en a décidé autrement. Mais dans l'ensemble, c'est un super pilote. Certes, il casse beaucoup de voitures, mais c'est un super pilote et ça, on ne peut pas lui enlever. Merci en tout cas les amis pour tous vos avis. On vient de détailler, on vient de débriefer cette saison 2019. Il est temps maintenant dans le débat bien sûr de la juger. Une saison 2019 qui aura beaucoup clivé au sein des passionnés de Formule 1 avec ceux qui ont aimé les batailles en piste et ceux qui se sont ennuyés de cette hégémonie et domination bien sûr de la part de Mercedes et de Lewis Hamilton. Regardons ce premier récap, ce premier bilan de la saison 2019 à chaud. Aucun suspense, je vous le disais, concernant le championnat pilote et constructeur. Bottas n'a jamais fait d'ombre en définitive à Hamilton, si ce n'est sur le début de saison, et Ferrari n'a jamais fait le poids. 5 vainqueurs différents cette saison, ce qui est mieux que la saison dernière, ce qui est plutôt pas mal quand on prend les moyennes de ces dernières années. Des batailles accrochées en piste, des podiums, surprise, on en a parlé, l'avènement aussi de la nouvelle génération et cette future bataille entre Charles Leclerc et Max Verstappen, et puis une certaine décharge émotionnelle, quoi qu'on puisse en dire. Hamilton est rentré un peu plus dans l'histoire. Il y a eu ce 1000e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1 qui est certes symbolique, mais qui nous a permis de nous repencher un petit peu plus sur l'histoire de ce sport qu'on aime beaucoup. Et puis, ça c'est quelque chose d'indéniable, les disparitions de Niki Lauda, Charlie Whiting bien sûr, et d'Antoine Hubert, qui ont apporté aussi également un relief et une dimension, on va dire, un peu plus importante à cette saison 2019. Voyons ce qu'en disent les pilotes, comment les pilotes justement font le bilan de cette saison 2019. On va commencer notamment avec Max Verstappen. Vous allez voir, c'est très court, c'est très efficace. C'est devenu un peu ennuyant de voir Lewis gagner à chaque fois. Ça, c'est le bilan, bien sûr. Il dirait pareil s'il gagnait. Verstappen. Sébastien Vettel, à son tour, lui, c'était en cours de saison. Il avait dit cette saison a été ennuyante. Non, et pas seulement sur les 4 dernières courses, c'est le cas en fait depuis plus ou moins 4 ou 5 ans. Et même Toto Wolff, bien sûr, le patron de Mercedes, qui dit « En tant que fan, j'aimerais voir différents vainqueurs et une lutte énorme du début à la fin. Mais moi, je dirige l'écurie Mercedes et je fais tout pour qu'elle soit aussi performante que possible. » La question, les amis, après avoir dit tout ça, cette saison 2019 est-elle une si mauvaise saison ? La saison, dans son point de vue global, oui. Enfin, tu regardes le classement, on a eu du suspense à aucun moment en fait. Après, si tu prends course par course, on a eu des belles courses, et si on ne s'intéresse pas que à la tête de course, il y a eu franchement des super choses. Enfin, c'est la première fois qu'on a première fois peut-être pas, mais on a eu une vraie lutte pour la 4e place du championnat. Ça s'est dessiné avec McLaren assez tard finalement. Mais au début de saison, on a eu Haas qui était assez performant. Au milieu, on a eu Renault qui s'est un peu rebiffé. Toro Rosso qui a commencé à mettre des gros points par-ci par-là. Enfin, quelque part, de la 7e à la 15e place, c'était quand même très dur à pronostiquer. Mais c'est vrai que les caméras sont plus braquées sur le devant de la course. C'est très dommage parce qu'au final, quand tu as de la bataille au milieu de course, ce serait pas mal de la voir. Donc du coup, les courses pas trop mal, mais avec un suspense au classement qui finalement est pas top. Alors moi, je vais répondre oui et non. Oui, parce que... Non, mais je vais donner les arguments pour chacun et je te donnerai ma conclusion. Non, mais oui, parce que... En fait, ce qui nous laisse un peu sur notre faim avec cette saison 2019 sont les tests de pré-saison. Ferrari, de les voir aussi haut. Et on se dit forcément qu'on aura au moins une lutte Mercedes-Ferrari tout au long de la saison.
Et le fait de voir Ferrari se saborder la saison, le fait de les voir terminer à plus de 200 points de Mercedes, forcément, ça nous laisse un goût amer sur cette saison 2019. Maintenant, comme tu le disais, on a eu des courses spectaculaires, l'Autriche, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, Le Canada. l'Italie, le Canada, le Brésil. Et surtout, moi je trouve, et c'est quelque chose de très important, il y a eu l'incertitude du résultat. Toi, tu parlais de la 4e place, mais même pour la victoire, notamment sur la 2e partie de saison, si je dis pas de bêtises, pour la première fois de l'ère hybride, tu as eu Red Bull, Ferrari et Mercedes qui pouvaient gagner des courses. Et avant chaque week-end, on était là à se demander qu'est-ce qui va se passer. Alors oui, le titre était joué, le championnat était joué depuis peut-être le Canada, l'Autriche, chacun tirera ses conclusions. Mais je suis désolé d'avoir une lutte entre Verstappen, Leclerc, Hamilton, Bottas pour la gagne. Moi, ça rend cette saison particulière par rapport aux précédentes. Le truc, c'est qu'on s'est fait écœurer en début de saison par 7 victoires d'Hamilton en 10 ou 11 courses. 5 doublés consécutifs, je crois. On en a mangé dès le début, où on s'est dit, c'était plié. Tu aurais eu ça un peu toute la saison. Il y aurait eu quelque chose, même si au final ça termine à 200 points d'écart. Mais là, ils ont tous pris une espèce de valise, mais énorme en début de saison. Résultat, à partir de là, tu arrives en juillet, t'es là, on va regarder la course pour regarder la course, mais il y avait, quand tu voyais Leclerc gagner, tu te disais pas, est-ce qu'il est relancé pour le championnat, tu vois? Non, mais heureusement qu'on a eu cette lutte à la fin entre bien les sûr. équipes. Sinon, on aurait eu une saison. Voilà, un petit café, les gars, un peu de gâteau. On va quand même aller voir Pierrot. Il a sa chaîne déjà, lui, c'est bon. Non, simplement en fait les courses ennuyantes permettent aux bonnes courses de devenir encore meilleures, et c'est ça que je retiens de cette saison 2019, c'est que même si on s'est mangé des courses très ennuyantes alors que les essais hivernaux promettaient beaucoup, on a eu quand même des promesses qui ont été tenues entre une bataille Verstappen-Leclerc qu'on attendait forcément, une bataille très resserrée en milieu de peloton, et moi pour la première fois je me suis vraiment intéressé au milieu de peloton par rapport à d'autres années. Et ça, on se rend compte qu'il y a des choses formidables, même si ça passe pas à la télé parce que la réalisation est pourrie. Mais derrière, on a. C'est important de le dire. Non, mais si. Ah, mais t'as raison, mais évidemment. Real a été vraiment claqué au sol depuis le début. En qualification, ça c'est un truc qui me rend fou, puisque tu ouvres cette parenthèse. En qualification, la réalisation préfère montrer un Lewis Hamilton, un Charles Leclerc, un Sébastien Vettel qui sort des stands, plutôt qu'un pilote qui est en train de tourner. Par exemple, à Abu Dhabi, on a eu Daniel Ricciardo qui tournait, on n'a pas vu son tour. Non. En Q3. Mais alors voilà, derrière, je pense que la saison a été pas. Enfin, moi, au final, au début, je m'étais dit, la saison est vraiment nulle parce que effectivement tout est joué depuis le début. Mais avec un peu plus de recul, je trouve que la saison a été plutôt bonne au final parce que on a eu une décharge d'émotions, qu'elle soit positive ou négative, qui a été relativement conséquente par rapport à 2018. Et derrière, j'en ai eu pour mon argent. Moi, j'en suis fatigué de cette saison. Je suis content que ça s'arrête aussi à un moment donné ou à un autre, parce que 2020, ça va promettre. Ça promettait beaucoup, mais peut-être qu'on en a attendu peut-être un peu trop aux essais hivernaux, en train de se dire donc on va avoir une bataille à 5 pour le championnat entre Vettel, Leclerc, Verstappen, calmez-vous. Là, on a eu déjà quelques belles grosses batailles, des combats plus rapprochés qu'en 2018 grâce à la nouvelle réglementation et leur nouvel aileron avant. Maintenant, ça peut annoncer que du meilleur pour 2020, et 2021, on espère que ce sera encore meilleur. La transition vers 2020, regardez cette déclaration de Lewis Hamilton et on se posera la question, que faut-il attendre, à quoi faut-il s'attendre pour 2020 ? Lewis Hamilton qui déclarait ceci après le Grand Prix bien sûr d'Abu Dhabi. Le moteur Honda a fait des pas en avant cette saison et c'est génial de voir un autre constructeur aussi fort. J'espère que cela veut dire que la saison prochaine, nous aurons une sérieuse lutte à 3, ce serait bien pour la F1. Lewis Hamilton qui n'est bien sûr pas un commissaire ancien pilote du côté de Interlagos, ça c'est une petite erreur nocturne. Lewis Hamilton, donc je vous le disais, cette lutte à 3, est-ce que ça c'est ce que vous attendez pour 2020 et à quoi faut-il s'attendre pour 2020 ? Oui, alors moi je m'attends à une lutte à 3. Le problème, c'est qu'il y a l'incertitude Ferrari qui, comme chaque année, est capable de tuer. Pas Red Bull. Toi, t'es sûr de Red Bull? Quelle nouvelle stratégie Ferrari va mettre en place pour se saborder? C'est ça la vraie question. Ils ont fait fort cette saison. On a l'impression qu'ils ont utilisé tout le panel possible et nous inventer d'autres choses. En termes d'innovation, c'est incroyable. Après, Red Bull, moi je suis persuadé, et c'est aussi, cette saison 2019 a servi à 2020, on le répète, mais avec Honda et ce partenariat Red Bull-Honda a montré de belles promesses cette saison. Et moi je suis persuadé que la saison prochaine, alors je ne sais pas si sur l'ensemble du championnat, on verra Red Bull capable de jouer le titre constructeur à Mercedes, mais je suis persuadé en tout cas que Max Verstappen va être un concurrent pour le titre. J'attends pas grand-chose de 2000. Je suis désolé, mais j'ai tellement attendu depuis ces dernières années avec des promesses de retour de Ferrari qui arrivent. En plus,
c'est des enfoirés, je suis désolé, mais dans les essais, à chaque fois, ils sont là. Et tu te dis, ça y est, enfin, tu remets à y croire comme un abruti. Quadruple champion du monde des essais hivernaux. Ah oui, mais tu sais, tu peux pas y croire. Et puis on te le met devant les yeux. Ça va arriver, ils vont revenir. Et là, tu te mets, tu y crois de nouveau, de ça machin. Et au final, en Australie, bim, dans la tête, terminé, il n'y a pas de Ferrari. J'en peux plus de ça. Je veux voir des luttes. Et tous les ans, on est déçus. Donc, je ne veux m'attendre à rien du tout. Mais on verra bien 2020. Et voilà. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que 2020, ça marque aussi la fin d'une ère. Et du coup, qui dit fin d'une ère dit forcément des écarts qui vont se réduire petit à petit. On le voit en tête de course, on le voit en milieu de course. Je pense qu'on va 2020 vraiment, moi j'attends une très très belle saison de F1, j'en suis persuadé. 2013, juste une chose, j'attends une uniformité au niveau des décisions des commissaires. On l'a vu, je trouve, sur la deuxième partie, exactement, sur la deuxième partie de saison, c'était meilleur, mais qu'on n'ait pas d'histoire comme au Canada avec les 5 secondes de Vettel. Voilà. C'est dur aussi de se séparer de Charlie Whiting. Hein. Enfin, mais très clairement. Là, tu vois que ça a été un peu complexe à gérer, c'est que lui, c'était quand même le boss dog. Quand il y avait une décision à prendre, il la prenait. Là, tu vois, tu sens que c'est un mec qui a moins d'expérience qui arrive à la tête. Bon, c'est pas lui qui prend toutes les décisions, bien évidemment, mais ça a tâtonné. Il faut poursuivre sur cette deuxième partie. Oui, bien sûr. Puis ils ont testé des trucs, hein, le retour du drapeau noir et blanc, tout ça. Enfin, il y avait des bonnes idées quand même. Une philosophie qui a changé. Pierrot, qu'est-ce que tu attends pour 2020 Moi, je suis comme Brice, j'attends rien en fait, parce que ce que j'attends le plus, ça va être 2021. C'est ça qui m'intéresse le plus, on va dire. 2020, je pense qu'on verra pas énormément de différence par rapport à 2019. Peut-être je me trompe, mais on va être dans une continuité, donc forcément les écarts vont être toujours un peu plus réduits. Ils vont, à part quelques écuries, notamment Renault, je crois, qui repart sur une nouvelle philosophie dans sa voiture. Donc ça, c'est un énorme risque qui est un petit peu idiot, peut-être, je pense, de mon point de vue. Mais j'attends pas grand-chose de 2020. Je m'attends à ce que Leclerc confirme, Verstappen confirme. J'attends plus à des confirmations de la part de certains pilotes qui nous ont promis beaucoup de choses. Maintenant, je m'attends pas à une lutte comme Hamza. J'espère qu'elle y sera. Ouais, en vrai, clairement, mais, franchement, ce serait bien. Mais... J'attends pas grand-chose, j'attends vraiment 2021. On va pas se mentir les amis, ce qu'on attend surtout pour 2020, c'est que la saison commence parce qu'on est qu'au mois de décembre et qu'on va être sevré de Formule 1 104 jours. Mois de mars. C'est l'hiver commence vraiment là, pour le coup, ça va vraiment être compliqué. Merci les amis pour ce débat. Ce que je vous propose, c'est qu'on joue et qu'on distribue les coupes. C'est l'heure du quiz, des pronos, bref, de tout ce que vous aimez. Non, pas du tout. Allez, un premier trophée à décerner. On regarde tout de suite qui est le grand vainqueur des pronos de cette année 2019. Suspense. Oh, aïe, il s'est passé des choses. Les bonus sont passés par là. Monsieur Brice Germain est donc le champion 2019 des pronostics de Formule 1. Qu'est-ce que c'est que ces scores? Comment je peux être aussi proche de toi? Parce que tu avais misé sur un double. Vous êtes des mineurs, vous êtes on t'a prévu 2 cadeaux. Donc, une Bugatti Veyron pour commencer, une Chiro, vas-y. Et tu as aussi un bon d'achat de notre nouveau sponsor, Célio Club. Ah yes, bien à penser à toi. Et je sais que ça te fait plaisir. Et voilà, donc n'hésite pas, fais-toi plaisir, c'est toi le grand champion des pronostics. Heureusement les amis, je sais que vous aussi voulez votre bon d'achat Célio Club. Alors on va tout de suite passer au quiz et on va s'amuser notamment sur les essais. C'est parti. Tiens, Hamza, file-moi ta feuille là parce que surtout ça. Non, celle de là. Ouais, voilà, c'est ça parce que voilà. Ça pourrait tomber à un moment donné. La question 1, pardon, excusez-moi. On va s'intéresser surtout dans ces essais à Lewis Hamilton. Lewis Hamilton avec cette première question. Je vous laisse la découvrir vous, chez vous. Combien de pole position a réalisé 5, ouais. Ok, c'est bon. Hamza, il a pris, mais de toute façon, c'est les essais, on s'en fout. Autre question sur Lewis Hamilton dans cette saison 2019. Combien de grands prix ont été menés pendant au moins un tour par Lewis Hamilton? 17, 18. 20. Si c'est 21. 20 et 19. Je suis le plus proche. 18. Il a dit 18, donc voilà. Bon, bref. Dernière séance, bien sûr, d'essai. Avec cette dernière question sur Lewis Hamilton. Quel a été le pire résultat de Lewis Hamilton? Allemagne 9e. Et sur quel Grand Prix? Allemagne 9e. Ouais, il est ici. Ça comptait pour du beurre. On passe en Q1 avec la déclat de l'année. Je l'ai découverte hier soir. Je ne savais même pas que ça avait été dit. Qui a déclaré ceci? J'ai une très mauvaise mémoire, la preuve. Je ne me rappelais même pas que Michael Schumacher avait gagné un Binotto. C'est un pilote. Lewis Hamilton. Binotto, Lewis Hamilton. Verstappen, franchement, Aucun des trois.
Aïe, 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 aïe. Un pilote C'est un pilote. Sébastien Vettel. Ouais. Ouais, ça. Leclerc. Ah ouais, Leclerc. du coup. Ah, merde. Bon, c'est pas grave. Les amis, la vraie qualification va donc commencer comme ça. Oui, c'est Charles Leclerc qui l'a dit après le Grand Prix d'Italie, j'ai oublié de vous préciser. Les vraies qualifications qui va commencer dès à présent avec. Alors, c'est un peu compliqué. Vous avez des feuilles, vous avez des stylos ou pas? Rien Un que stylo dalle. feuille. Putain, tu peux couper ta feuille en deux? Et ton stylo en Ça. deux aussi parce que. Et moi, je vais t'en passer un. Je vais te passer un stylo. Désolé, hein, c'est un peu. Bah dis donc, on sent fait ça en qu'on direct. arrive sur la fin là, on Il y a un est peu- sur les il y rotules. a un peu C'est la pause pub, les amis. Je vous montre Chiron, là, Bugatti, le chèque. cet habillage. Regardez ce petit habillage là qui va arriver. Vous me trouvez. Ah oui, là, carrément. Bah non. Bah Vous non. me trouvez pour chacun du duel qui a remporté eh bien, le duel. Bon, 21-0 pour qualification. Kubica. Ouais, regarde. Bah, vous ne mettez pas les chiffres, vous mettez qui a gagné les duels. ah, fais bah, le c'est bon, on peut le faire sans alors. Hein On peut le faire sans. Bah non, il faut l'écrire. Alors, Bah Bref, si, le note-le, le premier qui a fini, mais il déclare. Oh bah Voilà. super. euh, merde. En attendant les amis, bien sûr, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux de la First Team Sport et notamment les pistonnés, ça se passe sur Instagram, ça se passe sur Twitter. On a plein de surprises, bien sûr. Non, t'as pas tout noté, c'est pas Il a possible. terminé. T'as pas tout il a noté, dit- t'as pas Mais non, tout mais noté. tu mens. T'es là, il a tu dit- mens, là. tu il a dit- respires. On arrête de discuter. Tu manques. Hamilton, Leclerc, Verstappen. Attends. Hamilton. Calme-toi. Hamilton, Vettel. Non, Verstappen. non, Pardon, Leclerc, j'ai noté Leclerc, c'est faux. J'ai noté Leclerc. Non, J'ai noté Leclerc. T'es bourré, je n'ai rien à foutre. J'ai noté Leclerc. Ah oui, mais J'ai t'as dit noté Vettel. Leclerc. T'as dit Vettel. Hamilton, Leclerc, Verstappen, Norris, Ricciardo, Albon et Gasly, du coup. Non, c'est 4. Non, c'est Fiat. Ah non, C'est non, Fiat. c'est 13-8. C'est 4. 13-8. Fiat. Ouais, Non, mais- non, non, mais- mais mais- Fiat. non, Comment- non, non, c'est c'est non. Fiat. Mais je suis désolé, mais Fiat. Monsieur C'est Ramani, scandaleux. C'est Monsieur fini. Ramani, respectez C'est les une règles. cavale. enfin. C'est fini, Fiat. Perez, Raikko, Magnussen. Perez, Raikkonen, Magnussen et Russell. Merci Hamza pour ce. Bon, laisse-le énorme partir en pôle, ça Ah, lui fait plaisir. Allez. De toute façon, il y a Évidemment que j'ai la pôle. Allez, la pole Non. pour Hamza avec bien sûr. Bravo, hein. Il avait tout prévu. Ouais, Ah, Pour lui. Le mec, C'est un bravo. scandale. Là, il C'est un travaille. scandale. Ça, c'est un garçon qui travaille. On lui rend- Mais il se rate en ayant l'affiche, c'est fort quand même. Calmez-vous. Énumération. Parce qu'on on a déjà dépassé les 1 heure d'émission. On va encore avoir des problèmes. Énumération, c'est l'heure de la course, les amis. Avec, vous le savez, Lewis Hamilton qui a réalisé ce week-end un grand chelem. Grand chelem, c'est constitué d'une pole position, du meilleur tour, d'une victoire en ayant mené la course de bout en bout. Ils sont 24 pilotes à avoir réalisé un grand chelem dans l'histoire de la Formule 1. D'où tu notes? Oui, on Ah ouais, ouais, Numération. note là, Alors, il on prend n'a pas. jamais Il fait que sur une tricher, qu'est-ce énumération. qu'il prend là Non, Il fait que tricher. Ça va pas la Alors, on ne De toute façon, note vous fumez. jamais sur une énumération. C'est parti. C'est un Ok. principe de base. Je prends mes réponses Bon, allez, vas-y, commence ça. et je laisse le poleman y aller. Lewis Hamilton. Eh, forcément. Kimi Raikkonen, Australie 2007. Kimi Raikkonen, attends, bouge pas. C'est pas le hat-trick. hein. Bouge pas. C'est pas le hat-trick, hein, c'est le grand chelem. Hein. Eh C'est ben, le grand chelem, c'est pas la même chose. tu sors. Allez, dehors. Dehors, Non, vas-y. mais ça c'est, je te le dis, je le dis chaque semaine, c'est la frime, ça, mon gars. Pas Dehors, du tout. dehors, Alors, dehors. mec, arrive. Allez, bisous. Kimi Raikkonen, Brésil 2000. Bisous. Entre pros. Michael Schumacher. Michael Schumacher, c'est arrivé 5 fois dans sa carrière. Sébastien Vettel. Sébastien Vettel, c'est arrivé 4 fois dans sa carrière. Et maintenant, c'est la merde. Et maintenant, Il y en a quand même 24. Oh, tiens, est-ce qu'on n'aurait pas Juan Manuel Fangio? Juan Manuel Fangio, c'est arrivé 2 fois dans sa carrière. Ah, pas mal. Ayrton Senna. Ayrton Senna, Je te laisserai le faire, oh. c'est arrivé 4 fois. Est-ce que je prends un risque en disant Alain Prost? Je dirais Alain Prost. Je prends t'aurais peut-être pas un risque, mais Oula, attends. pense pas. Alain Prost, il aurait pu le faire en 88, mais c'est peut-être pas possible. Quoi que... Ouah, c'est long. Ouais. Eh ben non, Non. il y est pas. Ah, dommage, perdu. T'en as un Bravo. autre? J'ai Ouais. gagné, de toute façon. Ouais. J'aurais dit Niki Loda. J'aurais tenté Fernando Alonso. Fernando Chez Renault. Alonso, et bah t'es pas mal parce que c'était le 24e, il en a. Est-ce qu'il y a, qu'un. Pastor Maldonado ou pas? Il n'y a pas Pastor Maldonado. Regardez, Jim Clark, c'est celui qui en a fait le plus, bien sûr, le Grand Chelem. Alberto Ascari, Michael Ouais. Schumacher, Jackie Stewart, Ouais, j'ai failli Nigel dire ça. Mansell. Ah, Nico Rosberg est quand même là. Nico Rosberg en a 2, en effet, Mike Osborne, Sterling Moss, Joe Jacques Siffer. Lafitte. Et oui, bien sûr, les amis, il fallait s'intéresser aux plus grands pilotes de l'histoire Formule 1. Il n'était pas facile. Vous voulez savoir quoi?
Le Super Banco. Aujourd'hui, il n'y a pas de Super Banco. Non. Yes. Maman. Aujourd'hui, il n'y a pas de Super Des fois où Banco. je gagne Eh pas. oui, mon ami. Et voilà. Maman, Il Chico. fallait être eh bien, du côté droit de votre écran. Eh, Pierrot. Remporter Si, señor. aujourd'hui. Voilà, en tout cas, on fait pas de Super Banco parce qu'on voulait vous remercier, les amis, pour cette très très belle saison des Pistonnés. Il y a un an, c'était qu'un bout de papier, cette très très belle émission. Merci à nos producteurs d'ailleurs de nous avoir fait confiance. Je vous remercie tous les trois aussi d'avoir cru à cette aventure. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Les Pistonnés, c'est sur YouTube, chaîne First Team Sport. C'est également sur Twitter, les Pistonnés. C'est également sur Instagram. À la question, est-ce que les Pistonnés continuent? Oui, on continuera bien sûr pendant cette intersaison. Pas au courant. Une intersaison où eh bien, on va vous proposer plein de surprises. On ne peut absolument rien vous dire pour le moment, mais restez connectés. On vous dira tout d'ici quelques instants. Merci à tous, merci Pierrot, merci Hamza, merci Brice, merci à Tom, Erwan, Polo, Tom qui sont bien sûr en régie. Et puis surtout, à très vite, prenez soin de vous les amis. Ciao.